Bienvenue au Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire, pour vous, cette semaine, à Saint-Marc-des-Carrières, le Centre d'expertise de la bioénergie se dote d'une chaudière à la biomasse. Partout au Québec, les médias sont en crise et le Parti québécois propose un plan pour sauvegarder l'information régionale. Les villes de Plessisville et Plessisville-Paroisse s'unissent. L'hebdo de Portneuf a maintenant son propre réseau de distribution suite à la disparition du Publisac. Dans la Naudière, on teste une application de covoiturage touristique. À Saint-Angèle-de-Mérici, on prépare la deuxième édition de l'événement Ice Cross Sam. À Saint-Roch-de-l'Achigan, l'Académie Ulysse lance son programme de mentorat. Et à Baie-Saint-Paul, le compte à rebours est commencé pour la 13e édition du cabaret festif. Mais pour commencer, écoutons d'abord un reportage d'Aubert Tremblay de CJSR qui nous informe qu'à Saint-Marc-des-Carrières, un véritable laboratoire de la biomasse sera bientôt en opération grâce à l'installation d'une nouvelle chaudière. Aujourd'hui est un grand jour pour Jean-Pierre Naud. C'est en quelque sorte la consécration du projet pour lequel il travaille bénévolement depuis plus de 10 ans, soit le Centre provincial d'expertise en énergie biomasse Desjardins, à Saint-Marc-des-Carrières. Jean-Pierre s'est rendu à Saint-Hyacinthe, à l'entreprise Sato Tuli. Ce qu'il vient voir, c'est la fournaise qui sera au cœur du centre d'expertise. Les fondateurs de l'entreprise sont finlandais d'origine. La Finlande est très avancée en matière de chauffage à la biomasse. C'est fréquent en Finlande de chauffer les trottoirs avec la biomasse? Oui, surtout souvent dans les villes, on a un centre-ville piétonnier avec tous les commerces. Donc là, il y a beaucoup de trafic piéton et on veut pas mettre d'abrasif et du sel pour pas salir les bottes des gens. On veut pas avoir beaucoup d'équipements de déneigement qui passent en même temps parce que c'est forcément un risque avec les piétons. Et aussi au niveau du coût, on s'est rendu compte là-bas que ça revenait moins cher dans ce genre d'endroit que d'avoir mobiliser des gens et des équipements de déneigement. Donc c'est sûr qu'on a souvent ce genre de choses, après c'est fourni par des réseaux de chaleur municipaux. C'est l'eau de retour qui revient vers la centrale de chauffage qui va être utilisée pour chauffer les trottoirs, les choses comme ça. Et cette eau-là est chauffée comment? Ça dépend des villes, mais je dirais par exemple le plus gros réseau de chaleur qu'on a en Finlande, elle est dans la ville de Oulu. On a une carte de Finlande ici, c'est ici pas mal au nord, vous voyez. C'est une assez grosse ville et le réseau de chaleur c'est fait 780 km de mémoire, avec 82% de cette chaleur-là qui est fournie par la biomasse. Quasiment toutes les villes ont un réseau de chaleur. Dans 100% des villes, je pense en Finlande, où il y a au minimum une centrale biomasse qui est connectée au réseau. J'ai mon cousin qui habite en Finlande qui n'a jamais eu de chaudière ou de résistance électrique, de plainte électrique chez lui pour se chauffer. Il a toujours eu l'habitude de payer une facture de chauffage comme il paye sa facture d'électricité, en fait. Ah, OK, il est connecté au réseau de chaleur. Il est connecté au réseau de chaleur de la ville, en fait. C'est simplement des tuyaux qui arrivent chez lui, et chez lui, il a un compteur qui fait un échangeur de chaleur qui compte le nombre de kilowattheures qui lui sont fournis en chaleur. Et les nouveaux compteurs, maintenant, sont comme des compteurs électriques, c'est lecture à distance, donc il n'y a même plus personne qui vient faire les relevés. La chaudière qui a été fabriquée pour le centre est particulière. Ce n'est pas seulement une chaufferie, mais un outil de recherche et de développement. Ouais. L'équipement va être monté avec tout ce qu'il faut au niveau des formations, la transmission de
la calibration, l'opération de la chaudière, etc., ben, tout l'équipement a été commandé spécialement pour les formations. On installe un compteur d'énergie directement à la sortie de la chaudière. Le compteur d'énergie, lorsqu'on va offrir des formations, ben, les étudiants vont pouvoir apporter des consignes, faire des changements au niveau des consignes. Un exemple, l'entrée d'air primaire. Donc, on va avoir une réaction aussitôt sur le compteur d'énergie à la sortie de la chaudière pour comprendre les conséquences d'un geste, pour favoriser la combustion maximum, la puissance maximum de l'équipement. Il y aura un silo principal qui servira pour le combustible, le chauffage de tous les jours. Et elle va fournir un plus petit silo qui est juste devant le brûleur, qui, elle, pourra être utilisé aussi pour justement faire des tests sur de différents combustibles. D'habitude, les chaudières de cette taille-là ne servent pas à faire des tests parce que ça prend des grandes quantités de combustible, parce qu'il faut qu'elles montent en chaleur, etc. Donc, on fait des tests d'habitude sur des plus petits équipements et c'est pas toujours forcément transposable sur du plus gros. Là, l'avantage, c'est qu'on peut, avec le combustible qu'on utilise tous les jours, préchauffer le brûleur et juste vidanger le petit silo devant la machine et mettre le combustible à tester. On a un brûleur qui est prêt à fonctionner, déjà chaud. On aura tout de suite des résultats qui seront reproductibles à grande échelle. La biomasse, c'est pas comme en Europe. Ici, elle n'est pas uniformisée, elle n'est pas normée avec une norme ISO. Donc, on a différents puits de biomasse un peu partout au Québec. Puis, il faut être en mesure de les évaluer pour proposer le bon équipement, la bonne chaudière, le bon brûleur en fonction du type de biomasse qu'on a, de disponible localement. Et ça, à votre connaissance, c'est la première fois que ça se fait au Québec, là? J'en ai pas vu jusqu'ici, en tout cas, dans tout ce que j'ai visité au Québec. J'ai visité quand même pas mal d'équipements. Donc, à ma connaissance, il y a surtout des équipements, soit des gros équipements, mais qui nécessitent dans ce cas-là d'énormes quantités de combustible pour tester, soit des petits équipements de laboratoire qui vont nécessiter des petites quantités, mais où les résultats ne seront pas forcément transposables. Là, ce sera la première fois, à ma connaissance, qu'il y aura comme un hybride entre les deux disponibles au Québec. Il y aura donc à Saint-Marc-des-Carrières une sorte de laboratoire de la biomasse, unique au Québec, qui pourra éventuellement être utile au centre de recherche et de formation. Aubert Tremblay pour CJSR. Partout au Québec, les médias sont en crise et en particulier dans les régions. Et à ce propos, Chantal Bédard de CSUR.TV s'est entretenue avec Péry-Mégane Melançon au sujet du plan proposé par le Parti québécois pour sauvegarder les médias en région. Bonjour, Madame Mégane Péry-Melançon. Bonjour, Madame Bédard. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir discuter de la crise des médias là, qui sévit un peu partout au Québec, au Canada, puis même à l'international. Oui, bien, c'est un sujet qui est important pour nous là, au Parti québécois. On a d'ailleurs, on en a fait un des sujets prioritaires là, durant notre caucus qui s'est tenu à Alma la semaine dernière. Donc, c'est un peu ce qui nous amène à parler du plan qu'on a proposé au gouvernement de cette mesure. Alors, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour en discuter avec vous. Bon, je sais que vous êtes anciennement député de Gaspé. J'imagine que vous êtes quand même au fait de la crise des médias, surtout en région. Oui, ben, oui, on le sent d'abord en région parce que quand on voit un poste qui est coupé dans une télévision communautaire ou bien, ben, ça peut mettre tout en péril pour ce média-là. Puis, on a tellement besoin d'être informés, pas seulement sur le plan national, mais de ce qui se passe chez nous. Vous le vivez aussi, même en étant proche des grands centres. On veut être au fait de ce qui se passe à plus petite échelle. Alors, vous êtes essentiel comme service et puis c'est dans cette optique-là qu'on a demandé au gouvernement de se presser là, à déposer son fameux plan parce qu'on sait qu'il travaille sur quelque chose depuis quelques années, mais on en parle abondamment depuis au moins 5 ans. Il y avait même eu un mandat d'initiative porté par les parlementaires à l'Assemblée nationale il y a maintenant 5 ans de ça. Il y avait un rapport et qu'est-ce qui en découle? Bien, on attend toujours ces actions-là. Donc, c'est vraiment pour nous important qu'on s'y attaque avant de voir tout notre écosystème médiatique s'envoler et puis qu'il soit trop tard finalement pour garder l'expertise partout dans les petits milieux au Québec. Parlez-moi un petit peu de la problématique. C'est quoi les effets? C'est quoi la crise que l'on vit actuellement?
Bien, c'est à plusieurs facteurs. Il y a différents enjeux, puis on l'a bien vu. Je pense que ça a pris une ampleur vraiment encore plus grande avec le boycott Meta, là, l'entreprise Meta qui a notamment Facebook et qui a arrêté de diffuser finalement l'information locale parce qu'elle s'est pas entendue avec le gouvernement pour au moins payer cette circulation d'informations-là. Ce serait la moindre des choses d'aider nos médias locaux à survivre puis de continuer à diffuser sur les plateformes, mais ne se sont pas entendus à le faire. Donc, c'est un peu ça qui nous plonge dans une crise plus aiguë. Puis, on le voit, ça a mené à l'abolition de 547 postes chez TVA. Alors, cette concurrence-là avec les GAFAM, elle fait mal à nos entreprises locales. Puis, il y a aussi, je dirais, pas un laxisme, mais il y a un laisser-aller au niveau des organismes gouvernementaux qui sont censés d'appliquer un décret pour payer jusqu'à 4 % de leurs dépenses publicitaires directement auprès des médias. Ça ferait une nette différence pour bien des médias d'information, d'avoir ces milliers de dollars-là en publicité des organismes. Mais il y a aussi le gouvernement et même des partis politiques qui continuent d'acheter et de sponsoriser sur ces grandes plateformes-là qui sont un peu la source du problème actuel. Alors, il faut qu'on se dote d'une politique officielle au gouvernement, de dépenser intelligemment auprès de nos médias, c'est de s'assurer de préserver la démocratie. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite faire. C'est vraiment l'accès à l'information, la préservation de cette qualité d'information-là qu'on veut sauver. Alors, il faut que le gouvernement s'y intéresse. C'est un des joueurs principaux là, dans le domaine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que votre humble journaliste vit là, justement le blocage de Facebook. Les citoyens, les gens sont sur les réseaux. Alors, on ne parle pas seulement du gouvernement du Québec ou du Canada, mais on parle aussi des instances municipales, régionales, les MRC, les développements économiques, les entreprises, les chambres de commerce. Ils veulent rejoindre les gens. Et les gens, le simple citoyen, on va leur dire, allez plus sur Facebook. C'est pas bien, ça nuit au système, mais ils sont là. Fait qu'il y a comme une impasse. On parle de solidarité, mais de l'autre côté, on doit pouvoir travailler. Qu'est-ce qui bloque? Parce que oui, le gouvernement, il va faire sa part, mais il faut que les gens suivent. Il y a une belle expression que les bottines doivent suivre les babines. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est sûr qu'il y aura toujours des médias sociaux. Les gens sont là-dessus. On veut pouvoir les rejoindre rapidement. Je comprends certaines entreprises qui vont vers le consommateur et puis c'est la façon de les rejoindre. Mais peut-être que justement, on serait dû pour soutenir financièrement nos organismes comme les médias qui veulent emprunter le virage numérique. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire présentement? C'est peut-être une façon justement de revoir les modèles d'affaires qui jadis étaient bons. Les médias traditionnels, comme aller chercher son journal au dépanneur, il y a encore une génération qui le fait, mais c'est pas tout le monde qui veut aller justement lire les nouvelles directement dans le papier. Il y a des gens qui vont être accrochés par une nouvelle sur Facebook et qui vont la lire, mais qu'autrement, c'est peut-être pas des gens qui lisent les nouvelles comme telles à proprement parler. Donc, il y a toute une façon de revoir le modèle pour transiter vers le numérique et les plus petits médias d'information n'ont pas les moyens. Donc, je pense qu'en créant un fonds, ça fait partie des mesures du Parti québécois de créer un fonds pour faciliter la transition. Et il y a aussi une façon simple de s'assurer que nos radios, nos télécommunautaires, quand je parlais que il y a plusieurs d'entre elles, l'employé va s'occuper d'un peu tout ce qui est dans l'administration, dans la recherche de contenu, dans le repérage, le démarchage auprès des intervenants, c'est souvent la même personne qui s'occupe de tout et qui diffuse la nouvelle au final. Alors, comment on peut s'assurer de regarnir nos salles de nouvelles, nos équipes d'information, parce que c'est difficile de s'assurer de couvrir tout le territoire quand on a à faire tout par nous-mêmes. Donc, on veut aussi élargir le crédit d'impôt. Présentement, la presse écrite bénéficie d'un crédit d'impôt pour la masse salariale. Alors, si on avait, là, c'est à 35 %, il faudrait peut-être revoir aussi ce chiffre-là, mais aussi de l'élargir aux médias électroniques pour pouvoir embaucher plus de travailleurs dans nos salles de nouvelles. Je pense que ça vous donnerait un peu un souffle, un second souffle pour traverser la crise. Une autre proposition dans le plan
à ce niveau-là, c'est de créer un petit CRTC version Québec. Est-ce qu'on veut refaire le même modèle? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cette avenue? Bien, c'est de s'assurer que le conseil, finalement, travaille selon les orientations de la presse québécoise. On n'a pas toutes les mêmes réalités. Ces gros conseils-là pour s'occuper de l'ensemble des médias, et on voit que la représentation québécoise n'est pas toujours si simple. Je pense que vous en savez quelque chose parce que c'est une entité avec laquelle vous travaillez. Donc, de l'amener à une échelle locale ici, bien, nationale, au point de vue Québec, là, pour nous, bien, ça se permettrait d'avoir un meilleur arrimage avec les besoins là, de nos médias d'information. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment implanter un conseil de radio, diffusion et télécommunications qui est québécois. C'est quand même un grand défi, Oui. sans jeter la pierre au CRTC, mais tout ce qui est l'encadrement web et numérique accuse un retard flagrant. Comment qu'on voit ça, l'encadrement du web au niveau du Québec, là, dans ce cas-ci? Bien, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine flexibilité. Là, ce qu'on entend, c'est que c'est assez rigide au niveau des normes et des règlements avec le CRTC. Alors, je pense qu'il faut s'assurer d'avoir cette flexibilité-là, justement parce qu'on traverse de grands changements générationnels et dans la façon qu'on consomme nos nouvelles. Donc, c'est de s'assurer d'être agile dans tout ça. Alors, c'est un peu pour ça que de décentraliser, d'amener ça au niveau du Québec, c'est certain que ça permet une meilleure flexibilité, comme je le disais, donc autant sur le web pour la transition numérique que pour la survie de nos médias plus... On parle d'un projet audacieux en espérant qu'il puisse avancer au cours de la prochaine année avec une intervention solide pour aider nos médias québécois. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. À bientôt. On rejoint maintenant Sylvana Suarez de la Télévision de l'Érable pour faire le point sur les actualités de sa région. Sylvana, bonjour. Bonjour, Martin. Sylvana, on apprend que les municipalités de Plessisville-Paroisse et Plessisville vont s'unir pour faire une seule municipalité. Oui, c'est ça, la nouvelle plus importante dans la région de la MRC de l'Érable, c'est l'Assemblée de fondation de la nouvelle ville de Plessisville qui a eu place lundi le 15 janvier 2024 à Plessisville. Oui. Et pour mettre en contexte aux téléspectateurs, tout a commencé après la réalisation d'une étude d'opportunité de regroupement réalisée avec les techniques du ministère des Affaires et aussi du ministère de l'Habitation du Québec en 2023. Qui disait qu'un regroupement municipal produirait des économies d'environ de $280 000 par année. Aussi, les regroupements permettraient de faire des économies de fonctionnement, dynamiser le développement rural et aussi agrandir les parcs industriels. Bon, alors... Sylvana, on voit qu'il y avait beaucoup de citoyens à cette première assemblée. Oui, il y avait plus ou moins 400 personnes qui ont fait aussi comme des questions et des commentaires à la fin de l'Assemblée de fondation de la nouvelle ville de Plessisville, qui pour le moment va avoir les mêmes noms et aussi les mêmes logos. Mais dites-moi, on se retrouve à Plessisville à avoir 2 maires? Oui, oui. Alors, la façon que ça marche, c'est que le maire de la ville de Plessisville, M. Pierre Fortier, et de la municipalité de la paroisse, que c'est M. Jean-François Labbé, agiront comme maire et maire suppléant en alternance chaque mois. Ah, alors, l'Assemblée des membres des 2 conseils aussi formeront un nouveau conseil. Ça va être jusqu'à l'élection générale de 2 novembre de 2025, de l'année 2025. Et c'est à ce moment-là où on élira un seul conseil municipal. Un seul conseil municipal, oh, oui. Et dans ce moment aussi, bon, il y aura de nouveaux règlements pour la ville. Dans un autre ordre d'idées, on se questionne sur l'avenir d'une certaine église à Plessisville également. Oui, oui, c'est un autre sujet qui se pose dans la région de la MRC de l'Érable et c'est le conflit
qu'il y a entre la ville de Plessisville et la fabrique de Notre-Dame des Érables en ce qui concerne les églises Saint-Calixte et Notre-Dame de Fatima. Bon, la fabrique qui est la propriétaire... Quel est le conflit, quel est le conflit qui oppose la ville à la fabrique? Oui, c'est que la fabrique qui est la propriétaire de 12 églises souhaitait vendre l'église Saint-Calixte avec des coûts d'entretien de 120 000 $, oui, par année et conserver l'église Notre-Dame de Fatima avec un coût d'entretien de 40 000 $ d'entretien par année. Par contre, la ville de Plessisville voulait que l'église Saint-Calixte, déclarée édifice patrimonial, soit conservée, rendant l'espace de l'église Notre-Dame de Fatima un terrain de construction de logements. Alors, il y a comme un petit conflit, et c'est pour ça qu'il a eu lieu le dimanche 21 janvier. Il y a eu une assemblée pour mettre des conseillers au nom de la ville de Plessisville pour commencer les conversations, les débats sur ces sujets. Est-ce qu'on a l'impression qu'on va avoir une solution et qu'on va réussir à préserver les deux églises? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, dans les dernières semaines, la ville de Plessisville a suspendu la délivrance du permis de rénovation pour l'église Notre-Dame de Fatima. Alors, à l'heure actuelle, aucune réponse connue n'a été transmise par la ville de Plessisville, mais une décision sera attendue en 2024 au moins. Alors, ce qui se passe chez vous se passe un peu partout au Québec. On se questionne beaucoup sur l'avenir des églises. Oui, c'est que la fabrique de Notre-Dame des Érables nous a expliqué dans des autres émissions que c'est difficile maintenant de pouvoir maintenir les églises pour les hauts coûts que ça implique, oui. Par ailleurs, dans un autre domaine, il y a la Chambre de commerce qui lance son grand concours pour son gala régional. Oui, ça a été le 10 janvier 2024, a été le lancement du Gala Panthéon de la Performance. C'est la présentation d'un programme qui reconnaît l'excellence et l'engagement social des entreprises de la MRC d'Arthabasca, mais aussi de la MRC de l'Érable. La Gala Panthéon est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bois-Franc et de l'Érable pour reconnaître aussi le travail des entrepreneurs. Alors, en 2023, il y a un nombre record d'environ 90 candidatures. Okay. Et bon, pour l'année 2024, il y a des nouveautés comme la catégorie qui inclut les femmes, qui veut comme encourager les femmes entrepreneurs de la région aussi. Sylvana Suarez, est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire pour les entreprises de la région à ce gala? Oui, bien sûr. Ils ont donné une date limite pour soumission des candidatures, que c'est le prochain 20 février 2024. Mais comme il y a beaucoup de conditions, alors ça serait mieux de chercher sur le site Internet des organisateurs, que c'est la Chambre de commerce et l'industrie de Bois-Franc et de l'Érable aussi. En terminant ce tour d'horizon de votre région, vous voulez nous parler d'un organisme communautaire qui s'appelle Horace et qui vient en aide aux familles démunies. Oui, il s'agit d'un organisme de récupération alimentaire et de services sans EUC, plus connu comme Horace, et c'est à Prisville. C'est une organisation marchande au but non lucratif qui offre un soutien aux familles de faibles revenus. Ils ont une façon de travailler et c'est la vente à prix modique de fournitures électroménagères, jouets et films donnés pour la population pour financer les activités de ces organismes comme les services alimentaires, qui inclut la distribution alimentaire et aussi les ateliers de cuisine collective pour la population. Alors, on a fait les tours pour les installations, pour connaître comment ça marche, l'atelier qu'ils ont pour réparer les électroménagères et aussi l'espace de la cuisine où ils font des recettes chaque semaine pour la population aussi. Est-ce qu'on sait combien de population est desservie par l'organisme communautaire? Oui, ils ont parlé de 300 familles par mois. Quand même. Alors, c'est quand même beaucoup de gens, oui, qui peuvent aussi acheter des meubles, comme j'avais dit, mais sinon participer de la cuisine collective pour apporter de la nourriture à la maison de eux. Alors, Sylvana Suarez, je vous remercie pour ce tour d'horizon des actualités dans votre région. Au plaisir de voir apparaître vos reportages dans le Bulletin des régions et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.
De Saint-Uribe à Saint-Gilbert, en passant par Donnacona et Cap-Santé, l'hebdo de Portneuf est maintenant distribué dans 150 commerces directement depuis l'abandon du Publisac. Et Charles Laviolette de CJSR a fait le tour des points de distribution. Avec la disparition du Publisac, l'hebdomadaire Le Courrier de Portneuf est désormais distribué dans des présentoirs un peu partout dans les commerces de Portneuf. La dernière livraison à domicile s'est tenue le 27 décembre et depuis, on peut trouver le journal dans un des 150 points de chute dans Portneuf. Nous avons parcouru la MRC pour visiter les commerces distributeurs et recueillir les commentaires quant au bon fonctionnement du nouveau mode de diffusion du courrier. À Grondines, on peut se procurer un exemplaire dans le bâtiment du Pop Café. À Saint-Uribe, une centaine de copies est déposée le mardi ou mercredi dans le vestiaire du centre municipal qui est accessible 24 heures sur 24. À Saint-Gilbert, 50 copies sont déposées à l'Hôtel de Ville, également le mardi ou le mercredi. La plupart des commerces reçoivent leur livraison le jeudi, comme le dépanneur suprême à Portneuf et la tabagie Calumet à Donnacona. Bonjour. J'en ai plus malheureusement. Mais j'en ai plus, je les ai pas reçus encore cette semaine. Ah, OK. Ouais, je vais les avoir dans le courant de l'après-midi environ. OK, c'est bon. Bonne journée. Depuis qu'il n'y a plus de Publisac, honnêtement, le monde, ils sont presque tombés sur la tête, là. 20 fois par jour, je peux me faire appeler. T'as-tu des courriers? C'est quand tu vas les recevoir? Je reçois souvent le jeudi. Ça fait comme 2 semaines que je reçois. Mais non, je peux pas en réserver. Parce qu'ils sont gratuits de base. Je les donne. S'il n'y en a pas ici, il y a le courrier de Portneuf, juste à même pas 30 secondes à pied, là, qui est de l'autre côté de la rue. Plus les personnes âgées, tu sais, je veux dire, c'est sûr que dans vingtaine, il n'y a pas grand monde dans vingtaine qui va venir, mais mettons, entre la trentaine et mettons 80, c'est vraiment le... Même des fois, je me suis dit comme, bon, il n'y a pas grand monde qui vont venir, là, le courrier de Portneuf, il n'y a pas grand monde qui va lire ça, là. Finalement, tout le monde. Pourtant, tu sais, le nombre de Publisac que je voyais dans les recyclages, là, tout le monde en veut. Maintenant, on reçoit le courrier de Portneuf. On a un présentoir, on a 100 copies par semaine. Ben, la semaine passée, j'en ai manqué. Cette semaine, j'en ai eu. Si j'en manque, à partir de cette semaine, je vais en commander plus pour pas que personne en manque, pour qu'on ait suffisamment. Ben, moi, je trouve que ça attire le monde, puis ça aide beaucoup le monde aussi. Je trouve que c'est quand même une bonne initiative parce que le monde de Deschambault, ils n'ont pas beaucoup de place à aller le chercher. Je trouve que c'était plus facile quand on l'avait, mettons, à la maison. Que là, ici, à Deschambault, il y a beaucoup de personnes âgées. Venir les chercher ici, les courriers, je trouve que c'est compliqué un petit peu, là. Je trouvais que c'était plus facile quand tu les avais direct à la maison. Mais on est rendu là. Je pense qu'on est rendu vraiment à cette étape-là. Là. Moi, je regardais ça toutes les semaines, les Publisac, le courrier, je regardais ça. On a un rack double en plus, puis le monde vient pas mal le chercher ici. Tout en tinquant, bien, il demande si le courrier est arrivé, puis on lui dit. Le courrier de Portneuf est déposé ici tous les jeudis ou vendredis de la semaine. C'est excellent parce que ça attire du monde plus pour venir nous voir. Fait qu'ils viennent tanker, puis en même temps, ils ont le service de courrier de Portneuf. Daniel Yvon de CTRB nous présente une nouvelle application qui permet le covoiturage touristique. Cette application a pour nom Taximatch et fait l'objet d'un partenariat avec Tourisme Lanaudière. Donc l'idée, c'était de développer une solution numérique, puisque dans les pays développés, on communique plus facilement à travers une application mobile ou à travers son mobile qu'en direct. Et donc de proposer un moyen de communiquer, de réserver un taxi au départ, pour pouvoir réaliser les premiers et les derniers kilomètres qui sont si compliqués à faire, dans le but d'avoir un trajet qui va être plus économique, mais aussi plus écologique, et une manière aussi de bien rémunérer le chauffeur. Ça, c'est l'idée de départ de Taxi Partagé. On l'a développé en France,
Donc elle est accessible. Si vous allez par exemple à l'aéroport de Paris, vous pouvez tout à fait partager un taxi match. Et je suis venu au Québec l'été dernier dans l'optique de développer cette solution, mais adaptée au territoire du Québec. C'est-à-dire que la distance que je peux faire avec mes pieds, c'est la même, mais il faut aller beaucoup plus loin. Donc je me suis rendu compte que le taxi, même si on le partage, sur des grandes distances, ça va coûter trop cher. Donc l'idée, c'est de développer la même solution algorithmique qui va permettre de regrouper les passagers et les conducteurs qui vont dans la même direction, mais en mode covoiturage. C'est-à-dire que c'est un conducteur qui passe par là, qui a des places disponibles et qui va pouvoir prendre en charge des passagers qui veulent aller dans la même direction. Et ce qu'on a conservé entre le côté taxi et le côté covoiturage, c'est la dimension touristique. Donc c'est du covoiturage touristique. Et j'ai eu plein de possibilités de visites, d'activités extérieures. Et sauf que quand on part de Montréal, par exemple, qu'on n'a pas de voiture, comment je me rends? On est assez limité. Exact. Quand on n'a pas le permis, qu'est-ce qu'on fait? Donc on pense à tous ces étudiants, par exemple, qui sont à Montréal, qui veulent faire plein d'activités, qui ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, ils n'ont pas le permis pour louer une voiture. Comment on fait? Donc l'idée, c'est vraiment de leur proposer cette solution de covoiturage qui va être économique, toujours écologique, et en partenariat avec des sites touristiques, on va pouvoir desservir ces lieux. Et en échange en fait, d'apporter cette nouvelle clientèle qui n'avait pas accès, les sites touristiques vont permettre d'obtenir des rabais sur par exemple le forfait ski, sur le matériel, sur l'activité, raquettes. Voilà. Donc c'est vraiment du gagnant pour chacun parce que c'est des personnes, ok, ils offrent un rabais, mais c'est des personnes qui ne seraient pas venues sinon. La cible privilégiée théorique, ça va être les personnes qui débarquent un petit peu au Québec et qui veulent découvrir, qui veulent savoir ce qu'on peut faire comme nouvelle activité, comme nouveau site à visiter et qui n'ont pas de voiture. Donc eux vont pouvoir bénéficier du service en tant que passagers. Mais on peut imaginer aussi des résidents, des Québécois, qui ont leur voiture, mais qui vont dans Taxi Match Covoiturage et qui disent « Ah, mais il y a déjà un trajet qui m'intéresse. » C'est une option écologique, encore une fois, rappelons-le, c'est bien de faire du c'est covoiturage exact, et du même coup, si tu as une voiture. Et finalement, le trajet que tu allais faire en auto solo ou à deux, finalement, tu peux, non, ma voiture, je vais la laisser au garage et je vais profiter d'un trajet qui existe déjà. En fait, c'est vrai, on avait cette solution technologique qui est développée, qui permet de regrouper des passagers et des chauffeurs de taxi. Et là, avec Tourisme Lanaudière, en fait, ils étaient intéressés par cette solution technique, mais en mode covoiturage. Et donc, on a adapté la solution existante pour proposer du covoiturage et donc aller permettre aux passagers et aux conducteurs de faire de la moyenne longue distance vers des lieux touristiques. Et donc, Tourisme Lanaudière est une entité touristique et c'est là où il y a eu le match. Puis pour nous, ce qui marchait bien, c'est qu'on avait déjà dans nos plans d'action de Tourisme Lanaudière de travailler le développement durable, d'offrir des options de développement durable. Donc, c'était un match parfait en fait avec Taxi Match. Puis c'était comme quand il nous a proposé ça, nous, ça allait dans nos plans d'action de toute façon de mobilité durable. Fait que c'était génial. Oui, on a 4 stations, entre autres, de ski Lanaudoise. On les a-tu nommées? Non, pas encore. Pas encore, ça sent bien. Oui, ben c'est ça, ski La Réserve, ski Montcalm, Val-Saint-Côme, puis on a ski Garceau. OK. Puis comme on a le parc national Mont-Tremblant aussi. Pour faire de la raquette, exactement. Mais c'est la partie Saint-Donat que vous offrez ou c'est la partie Mont-Tremblant? C'est quelle partie exactement? Pimbina. C'est ça, je me rappelais plus. OK, c'est ça, vous offrez. Puis on a Super Lucien Matin aussi, qui se rejoint à nous. Donc oui, c'est sûr que dans le fond, vous vous êtes parlé toutes les deux, vous avez les deux entités, et c'est ça qui a amené le match. Est-ce que c'était ça qui a pimpé votre application, qui a fait que... Le fait qu'on soit partenaire? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, complètement. En fait, nous, on avait cet objectif de développer le covoiturage, mais il y a eu un concours organisé par le MT Lab, l'incubateur du tourisme, qui a permis cette mise en relation avec Tourisme Lanaudière et qui a déclenché de manière avancée le développement de cette solution. Donc, on est vraiment dans une situation que Tourisme Lanaudière est vraiment pionnière dans cette activité-là. Et vous, c'est votre premier partenariat vraiment réel et concret. C'est complètement innovant, c'est-à-dire que du covoiturage touristique, tel que c'est proposé, je ne l'ai pas vu ailleurs. Par exemple, si vous allez sur Covoiturage Taxi Match, vous avez la possibilité en tant que conducteur d'indiquer si vous avez de la place pour des skis. Alors, je ne connais pas d'offre de covoiturage qui va être si précise par rapport aux possibilités de déplacement vers des sites touristiques. Et cette innovation, elle n'est pas uniquement sur le covoiturage, elle est sur le fait qu'elle soit tournée vers des sites touristiques, les partenariats aussi qui sont réalisés avec les stations de ski dont on a parlé, l'Esperlissa, le parc national. Ce qui est intéressant et ce qui est innovant aussi, c'est que de cette manière-là, on va pouvoir transmettre, c'est important, on va pouvoir transmettre aux partenaires l'origine
des personnes qui Une vont base sur de place. données. Oui, il y a une base de Et données. donc, ils vont derrière. savoir d'où Exactement. viennent leurs clients. Aujourd'hui, ils ne le savent pas forcément. Non. Puisqu'ils vont rentrer leur adresse de départ, Ouais. nous, on va savoir d'où sont partis les Même gens. pour Tourisme Lanaudière, c'est génial d'avoir ces données-là, tu sais. De Oui, oui. savoir d'où ce qu'ils viennent, justement, viennent. pour nos attraits. Et on a été contacté par d'autres régions. On peut par exemple la Gaspésie, Oui. qui nous a contacté, qui trouve ça très intéressant, proposer des moyens de déplacement durables. Mais l'objectif, après travailler avec Tourisme Lanaudière, c'est de continuer ensemble, évidemment, mais c'est de déployer le service avec d'autres partenaires, d'autres régions. OK. Comment ça fonctionne? C'est simple. En fait, vous avez besoin juste d'un smartphone. Vous avez ici le service, Oui. le Au download covoiturage. d'application, oui. Donc, on rentre, il n'y a même pas besoin de télécharger d'application. Vous indiquez votre point de départ, votre lieu d'arrivée. Soit vous êtes conducteur, vous publiez un trajet, soit vous êtes passager et vous recherchez un trajet. Et si un trajet vous intéresse, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir être mis en contact avec le conducteur. Et qui détermine les coûts? Pour les passagers, pour les conducteurs, il n'y a pas de frais pour s'inscrire sur la plateforme. Il y a un coût d'utilisation qui va correspondre à un kilomètre. C'est-à-dire que vous payez 20 cents du kilomètre. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ça va coûter moins cher que le bus, finalement, pour aller aux stations de ski. Le conducteur, ce qui est bien pour lui, c'est que ça va lui permettre de rembourser son essence. Oui, exact. Et comme on a dit tout à l'heure, le fait d'être passager-conducteur, vous allez en plus avoir des avantages avec les partenaires. Réduit, ben oui. Pour Tourisme Lanaudière, c'est une première expérience. Oui, en fait, nous, on est fiers de dire qu'on a Taximatch, bien entendu, pour le service de covoiturage, mais on a aussi les éco-excursions avec Bonjour Nature. Fait que là, on a 2 options de mobilité durable. On est vraiment fiers de dire qu'on offre ça, justement, comme souci écologique et environnemental. Que ça va faire des petits, là, des petits bébés là, autour. Bébés, Ouais, c'est ça. clair, c'est trop un projet intéressant. C'est une nouvelle solution dans le sens où, oui, c'est du covoiturage, mais qui a une dimension touristique avec des partenariats avec des grands acteurs du tourisme, ce qui va permettre, et c'est le but, aux touristes ou même aux résidents de pouvoir profiter du tourisme en réduisant leur impact environnemental. Le covoiturage, ce n'est pas uniquement une solution de déplacement durable, c'est aussi une expérience à vivre. Et on va avoir des conducteurs, des passagers qui ne se connaissent pas, qui vont se rencontrer, découvrir, généralement avec des passions similaires puisqu'ils vont dans des lieux touristiques communs. Et donc ça va créer une super atmosphère et ça va permettre à des gens peut-être qui connaissaient personne de rencontrer du monde et de faire l'activité, voire de passer la journée avec des nouvelles personnes avec qui ils vont s'entendre. Des coups de foudre peut-être? Si Ça possible. peut Hein. aussi. Tu sais, des gens On fera une scène, on fera une spéciale Saint-Valentin. Comme qu'explique aussi les gens, mettons, de l'extérieur du pays qui viennent d'arriver au Québec, c'est une belle façon de rencontrer des gens. Oui, c'est ça, aussi, je peux tout dire, à ça fait fait. du Mais réseau. oui, Tu as des exact. internationaux qui vont arriver, qui sont ravis de vivre le Québec par les activités, mais aussi par les rencontres. Et donc s'ils peuvent rencontrer des Québécois, des locaux, échanger, avoir des tips, avoir des conseils sur quoi faire, et puis les Québécois d'échanger un petit peu avec des personnes qui viennent de l'étranger, c'est toujours sympa, surtout que les personnes ici communiquent en français, en anglais, ça fait quand même pas mal de monde avec qui on peut parler. Oui. C'est un côté expérience Oui, très, tout à très fait. chouette. Très, très bien. Donc, si on va voir, on peut aller sur le site de Tourisme Lanaudière. Oui, exactement. On va avoir- Taximatch est partenaire avec nous sans problème. Là, Exact. on est sûr qu'on est dans la bonne application. Tout à fait. Sinon, on peut aller directement sur le site. Taximatch.ca, on fait un rappel aussi, vous verrez le covoiturage Taximatch. À Saint-Angèle-de-Mérici, du 15 au 18 février prochain, c'est la 2e édition du Ice Cross Sam et Marc Després de TV Métis a rencontré les organisateurs. Alors, il y a le Ice Cross qui sera de retour en février pour une 2e édition. Donc, tous les deux, vous y avez participé l'année dernière. Comment vous avez aimé votre expérience? C'était le fun. Malgré les froids, nous, peu importe, on brave la tempête s'il y en a une, puis on est sur la piste à descendre. C'est un sport qui sort de l'ordinaire, puis ça vient nous chercher avec une dose d'adrénaline vraiment intensive. Alors, peu importe les conditions qu'il va y avoir, on va les braver. Donc, malgré les conditions, là, on est vraiment satisfait. Oui, vraiment. Puis même, c'est même pas malgré les conditions. C'est vraiment juste, ça a été une étape de plus, un combat de plus à avoir dans notre parcours, mais c'était vraiment le fun. Et de votre côté? Comme David le mentionne exactement, là, le froid était de mise l'année passée. Malgré tout ça, on a quand même performé. C'est sûr que la fatigue, le froid, c'était rough un peu sur le corps. Cette année, on va souhaiter du beau temps. S'il y a du froid, on le prend quand même. On a besoin de faire de la glace. Mais sinon, là, on est prêt. Puis on espère avoir une belle fin de semaine encore, là, comme l'année passée.
Et quand même, on avait réussi pour une première édition à avoir au-delà, et malgré la température, au-delà d'une centaine de participants. Donc, c'est encourageant de voir que le sport persiste. Oui, puis la course au Canada l'année passée a été la course avec le plus d'inscriptions au niveau mondial. Fait que, cette année, on vise à battre le record qu'on a établi l'année passée. On veut aller plus haut que ça. Puis non, c'est vraiment un sport qui c'est pas en train d'être en chute libre. C'est vraiment un sport qui va que grandir. On a un niveau d'âge plus jeune pour la rentrée des nouveaux athlètes. Donc, ça nous permet d'aller chercher de la bonne relève. Moi, je vais éventuellement, dans une couple de saison, prendre un break, faire juste les courses au Canada, États-Unis, puis me baser vraiment sur la construction des événements avec la fédération, là. Donc, ces changements-là, pour les inscriptions, c'est un peu essentiel, justement, pour permettre aux gens de tester le sport. Oui, exactement. Puis en faisant plus d'événements au Canada, on va avoir plus d'athlètes aussi. Donc, on va être capable d'avoir, nous, moi puis David, on va être en mesure de faire plus d'événements, on va avoir plus d'athlètes, on va avoir des athlètes en arrière de nous qui vont nous supporter parce qu'on va le savoir. On tape un événement dans cette municipalité, cette ville-là, on a du monde qui vient, automatiquement. Donc, ça va être de parfait. Et on a pu le remarquer, justement, les participants aussi, de partout dans le monde. Tout le monde était heureux l'année dernière et surpris peut-être même un peu là, de l'organisation. Oui, en fait, pas mal de gens dans le coin, ils se demandaient c'était quoi du Ice Cross. Avant, c'était le Red Bull Crash Ice. Ça a fini, c'est nous qui avons repris ça. Les gens, ils savaient pas c'était quoi. Puis quand ils ont commencé, des fois, on voyait les gens venir sur le terrain, ils commençaient à voir le parcours. Ah, ça a l'air intéressant, ça a l'air intéressant. Je pense que le samedi, la journée de l'événement, même s'il faisait moins 45, les gens ils étaient impressionnés. On a vu des vidéos, des photos de des gens dans la foule qui prenaient des vidéos, des photos, puis ils étaient comme, c'est quoi ça? T'sais, on a ça dans le Bas-Saint-Laurent, puis je pense que c'est une première, puis c'est pas la dernière. Et à ce moment-là, bon, est-ce qu'au niveau du parcours, là, on a remarqué certaines petites faiblesses l'année dernière, puis là, on corrige le tout? Cette saison, les athlètes, la seule demande qu'ils ont demandé, c'est d'avoir l'anglicisme, excusez-moi, là, c'est un start, le départ plus élevé. Fait que déjà là, de ne pas partir de seulement dans le champ, on a élevé en étant en arrière de la patinoire. Ici, on élève le terrain vraiment beaucoup. On devrait avoir, comme Steve de la municipalité l'a mentionné, entre 30 et 40 pieds de hauteur. Comparé à quand on va aller dans la partie du champ pour la fin du parcours. On devrait atteindre plus de vitesse cette saison, un petit peu moins de patins. Non, ça va être un bel événement, un beau parcours. Puis on va être en mesure éventuellement de sortir des plans 3D pour montrer aux athlètes puis aux gens à quoi ça va ressembler, là. Et à ce moment-là, est-ce que les gens peuvent déjà s'inscrire? Oui, les inscriptions sont commencées. Il reste 2 mois avant l'événement. On donne jusqu'à la date limite qui est le 15 où les pratiques commencent. Puis on a un maximum de 128 athlètes masculins. Pour les juniors, on a jusqu'à 64 athlètes qu'on peut prendre. Puis pour les femmes, même chose, 64 aussi. Fait que, si on réussit à atteindre le maximum de chaque catégorie, ça va être un record depuis plusieurs saisons qui n'a pas été vu, là. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a des catégories spécifiques? Bien, encore la même formule comme l'année passée. On a la catégorie des juniors, hommes et femmes, pour les compétitions. Est-ce qu'éventuellement, on va nous ouvrir d'autres? Peut-être. En Finlande, il y a la catégorie de course par équipe qui amène souvent à chaque saison. Si on a du temps cette année, peut-être qu'on va faire une petite formule à essayer, voir ce que ça donne. C'est sûr que ça prend une certaine partie de la journée pour pouvoir participer avec plusieurs équipes. Quand on parle d'une formule par équipe, souvent les gars vont être formés par équipe, mettons, du Canada, États-Unis, ces choses-là. C'est sûr qu'il y a des gars qui vont aller avec leur chum, comme un gars de la France, un gars de l'Autriche, puis ils se montent une équipe de même. On a un petit peu le côté compétitif quand même. Ouais, non, c'est vraiment le fun, mais tu sais, on a le côté compétitif sur la piste, mais quand on rentre dans le vestiaire, on est tous comme des frères et des sœurs. C'est un bel esprit de famille, là. Et est-ce qu'il y a des gens de plusieurs pays là, qui ont déjà signifié leur intérêt? Oui, on a de l'Australie, on a de l'Autriche qui vont venir, la France, on a Afrique du Sud,
Canada, on en a qui viennent de partout au Canada. États-Unis déjà aussi. On essaie d'aller chercher les gars de la Finlande. On a la finale qui est la fin de semaine après nous aux États-Unis. Fait que, en ayant la finale ici du côté nord-américain, bien, automatiquement, les gars qui performent beaucoup en Finlande vont être portés à venir faire les 2 courses ici pour pouvoir, s'ils sont nommés champions des affaires de même, fait qu'au moins ils vont être présents. Là. Donc c'est quand même encourageant de voir que les gens veulent venir, parce qu'il faut le rappeler, c'est la seule compétition au Canada. Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'on mise pour bâtir un très bel événement. Puis on a un contrat de 3 ans avec la municipalité pour l'instant. Est-ce qu'éventuellement, on va avoir d'autres courses dans l'Est du Québec? Probablement. On travaille là-dessus pour éventuellement en avoir d'autres. Une espèce de circuit. Oui, exactement. Ben, en fait, c'est plus avantageux pour les athlètes qui viennent de l'extérieur de venir au Canada, avoir 2 courses back-à-back, une fin de semaine, une course, l'autre fin de semaine, une autre course. C'est sûr qu'au niveau des coûts, là, ça coûte quand même des sous venir au Canada, venir courser, puis après ça, faire vraiment le circuit canadien, puis après ça, on finit avec les États-Unis. Là. Et donc, en terminant, ce qu'on peut dire aux gens, c'est de réserver les dates du mois de février, là, parce que c'est vraiment un incontournable. En tout cas, on veut en faire un incontournable. Oui, exactement. Venez voir ça absolument. On pense pas tomber sur des mêmes froids qu'on a eu la saison passée. Fait que, avec un bel habit de neige, puis souvent, il y a des feux sur le site. Il y a l'église que le monde peut aller se réchauffer. Il va y avoir la salle communautaire aussi. Alors, non, ça n'a pas manqué. Donc, si on est passé au travers du froid sibérien de l'année dernière, bon, c'est dur d'être pire. Là. Non, c'est ça. Il peut pas avoir pire. Ça a été un record depuis le début des années même quand c'était au nom de Red Bull Crash Ice, il n'a jamais fait aussi froid que ça. Puis, tu sais, les athlètes ont répondu à l'appel. Les 107 athlètes ont descendu sur la piste. Fait que, non, on va avoir une belle fin de semaine. Ça n'a pas manqué, comme je disais. Et ces fameuses dates-là, ce sont lesquelles? 15, 16, 17 puis 18. Le 15, c'est les journées des pratiques. Les gars vont commencer à aller essayer la piste pour un certain bloc d'heures dans la journée. Ensuite de ça, le 16, on a nos qualifications. Le 17, c'est les courses, puis le 18, la journée familiale. Fait qu'on va essayer de garder des athlètes ici le plus possible. Le 18, pour guider les gens sur la piste qui veulent venir l'essayer aussi. Là. Fait que ça aussi, c'est un bel atout à l'événement. Là. Donc, on dit aux gens, donc réservez votre date et manquez surtout pas ça. Oui, exactement. Soyez présents. Merci à vous deux. Hey, merci beaucoup. À Saint-Roch-de-L'Achigan, plus de 130 jeunes sont inscrits à l'Académie Ulysse, où l'on développe des athlètes de haut niveau. Un reportage de Danny Bérubé de CTV-TV. La semaine dernière, l'Académie Ulysse du complexe J.C. Perrot à Saint-Roch-de-l'Achigan lançait son programme de mentorat. Cette académie est l'un des 3 programmes québécois de la plus importante ligue élite étudiante du Canada, la Canadian Sports School Hockey League. Plus de 130 élèves, filles et garçons de 11 à 18 ans, franchissent les portes de cette académie plusieurs fois par semaine. Ouvert depuis 2009, Ulysse Academy est l'un des 32 établissements de ce genre à travers le Canada. Pour l'occasion, les dirigeants d'Ulysse ont déroulé le tapis rouge afin de recevoir la crème de la communauté des gens d'affaires de la région de la Naudière. Celle-ci était invitée à visiter les installations ultramodernes du complexe et de découvrir son programme ainsi que sa philosophie. J'en ai profité pour rencontrer le président-directeur général, M. François Marcoux, qui nous explique le fonctionnement de l'Académie. Dans le fond, Ulysse Academy, ça a vu le jour en 2008-2009 comme équipe de type prep school, comme on retrouve au collège américain. Puis on a toujours évolué à chaque année. Puis aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est qu'on peut dire qu'on a une concession canadienne de la plus grosse ligue scolaire, donc coast to coast. Il y a juste 3 concessions au Québec, puis on en fait partie. Pour se classer, pour avoir ça, il fallait avoir un cahier de charge quand même assez bien rempli, du placement, de la rigueur académique. Donc, on est accepté là, au niveau de la CSSHL coast to coast au Canada. C'est une grande fierté pour nous. Ça. Fait que nous autres, l'avantage d'offrir ça à notre clientèle, c'est qu'après le parcours secondaire, donc à partir de la 17 ans, ils peuvent être dans le réseau canadien pour une visibilité maximale et en plus, visibilité américaine aussi. Donc, on donne la même chance à un Québécois maintenant d'avoir la même visibilité qu'un Ontarien ou un Américain. Et qu'est-ce qui se passe ici exactement à l'Académie? Ça fonctionne comment? Là? Les élèves arrivent, c'est des athlètes. Comment ça marche? Nos élèves athlètes font maintenant au secondaire 4 sports.
Le sport majeur demeure le hockey garçons et filles du secondaire 1 à 5. Ils vont aussi toucher à l'aviron, qui est un sport numéro 1 pour des bourses d'études. Ils vont faire du vélo montagne, travailler le bas de corps au niveau de la propulsion, la puissance des jambes. Et ils vont faire la crosse aussi. Au printemps. Donc, avec les 4 sports, on maximise le placement des finissants pour les bourses d'études. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, l'académie, c'est un programme multisport, dont le hockey, c'est le sport majeur. Mais est-ce que les gens viennent ici puis ils étudient comme n'importe quelle école ou ils vont à l'école en premier et ensuite ils viennent ici les soirées? Absolument. C'est un parascolaire. Donc, nos jeunes ne sont pas dans des classes fermées sport-études. C'est un choix à l'école. Ils font les choix à maths fortes, sciences, tout ce qu'ils ont besoin. Et puis, garçons-filles mélangés. Par contre, à la fin de la journée, ils prennent les navettes, ils s'en viennent ici. Puis là, à ce moment-là, 4 fois semaine, ils ont de l'entraînement hors glace, sur glace, tutorat académique, 2 périodes de plus par semaine que tous les autres élèves athlètes réguliers. Donc, 0 manque académique pour entraîner, 0 manque académique pour jouer, plus 2 périodes par semaine de plus. C'est pour ça que notre placement est à 95 des finissants. Et ici, on accueille autant les garçons que les filles, c'est ça? Absolument, oui. Pour les filles, on a du secondaire 1 à 5. Ce qui est intéressant, c'est que les filles au hockey mineur, ils n'ont pas tellement d'entraînement, parce que nous, on peut offrir du volume d'entraînement, puis on les laisse jouer au niveau du hockey mineur les fins de semaine. Fait qu'on les développe à l'interne. Ils sont 100% élèves, 100% athlètes, puis les fins de semaine, ils vont aller jouer dans le 2A, dans le 3 féminin, puis on voit la progression fulgurante des filles. L'âge des enfants ici, c'est de quel âge à quel âge? On recrute à partir de la 5e année du primaire. La grande majorité de nos moins de 12 ans, c'est des 6e années. Ensuite de ça, secondaire 1, secondaire 2, 3, 4, 5. Et le post-secondaire, qui est notre équipe M19, la grande majorité, c'est des 17 ans. On peut avoir quelques 18 ans s'ils veulent revenir une 2e année, mais on part de 11 à 18 ans en moyenne. Fait que donc ici, ils viennent apprendre les rudiments du hockey avec des personnes qualifiées. Ils vont jouer aussi. Il va y avoir des matchs, j'imagine, ici aussi? Oui, absolument. On est dans des ligues, donc non seulement s'entraîner, mais on a des saisons, on a des séries éliminatoires. Du côté de notre M19, dans ces séries éliminatoires canadiennes, au niveau des RSEQ, c'est au niveau provincial à ce moment-là. Puis est-ce que vous avez formé beaucoup d'athlètes qui, aujourd'hui, on retrouve à la LNH, par exemple? Est-ce que ça arrive ici, ça? Oui. Le programme est quand même jeune. Après 15 ans, on avait déjà 3 qui ont atteint la Ligue nationale. On a 7 qui ont touché aux ligues mineures, les clubs écoles, la Ligue nationale, la Ligue américaine ou la Ligue de la Côte-Est. On a quelques-uns qui sont allés en Europe aussi. Puis on a tout près de 50 qui sont allés dans les grandes universités se diplômer grâce au hockey. Donc, pour nous, là, c'est ça la route. C'est aller le plus loin possible avec les études. Puis le bonus, c'est de jouer professionnel, mais au moins, tu es diplômé. Effectivement. Comme Vincent Desharnais, des Oilers Edmonton, qui est notre porte-parole, qui est diplômé de Providence State, puis qui joue maintenant pour les Oilers Edmonton. C'est notre porte-parole aujourd'hui. Mais les jeunes qui viennent ici, là, est-ce que c'est dispendieux pour eux ou ils payent-tu des frais pour être ici? Oui, parce que ça coûte cher. Juste le transport, c'est phénoménal comment que ça l'a augmenté depuis la pandémie. Les glaces, les entraîneurs, donc c'est sûr qu'on ne peut pas offrir ça gratuitement. Par contre, on a un programme de mentorat, de tutorat, de commanditaire, de partenaires qu'on a mis en place pour offrir aux gens des solutions pour que ça coûte le moins cher possible. Il y a des gens chez nous, ça ne coûte rien. Parce qu'ils sont impliqués, ils vont vendre de la pub sur les écrans géants, ils vont s'impliquer tout l'été. Donc, on a des outils pour réduire le coût au minimum. Okay. Mais on est le moins cher à grandeur du Canada présentement, Ulysse Academy, dans la Ligue CSSHA. Puis c'est justement, aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'on a une rencontre avec des partenaires. C'est ce qu'on essaie de faire pour avoir des sous? Oui, exact. Dans un monde où on a une pénurie de main-d'œuvre, que les gens en affaires cherchent des employés, bien, nous, on part le mentorat, c'est-à-dire qu'à partir de l'an prochain, chaque finissant de notre équipe M19 va avoir une entreprise reliée à lui pour donner des stages l'été, donc des travails d'étudiants dans son domaine, en gestion, en commerce, parce que la plupart sont là-dedans. Et puis, éventuellement, accompagner ce jeune-là par l'entreprise jusqu'à l'université, puis peut-être un jour devenir le PDG de l'entreprise. C'est un peu ça qu'on vise. On ne sait jamais ce qui peut arriver, hein? C'est pour ça le plan B qui est important aussi. Absolument. On a un aujourd'hui, je le nomme Nicolas Provost, qui est pharmacien aujourd'hui. Il possède déjà des pharmacies. Il est venu aujourd'hui pour être le premier à signer le premier mentorat là, pour l'an prochain. Donc, les anciens reviennent de redonner. Là. Bien, on lance le message aux gens à la maison. Hein? On lance le message si jamais il y a des entreprises qui sont intéressées à parrainer. Ces jeunes-là, pourquoi pas? C'est un bel avenir pour eux. Absolument. On invite les gens de Laurentide-Lanaudière. Vous voulez avoir une belle affichage avec des jeunes. Puis c'est notre fondation, donc crédit d'impôt sur les dons.
À Baie-Saint-Paul, le cabaret festif revient pour une 13e édition avec des artistes participants qui proviennent de partout au Québec et des prix qui permettront à ces artistes de se produire partout au Québec. Un reportage de Lydia Duchesne de TVCO. Le cabaret festif de la Relève est de retour à Baie-Saint-Paul pour une 13e édition qui se déroulera les 27 janvier, 17 février et 9 mars prochains au cabaret de la Maison Otis. La grande finale du 30 mars demeure à la salle multi du Germain-Charlevoix. On a décidé de ne pas changer la formule gagnante, donc toujours 3 soirées de qualification, une finale, 12 candidats, candidates qui vont tenter donc d'accéder à la finale et de remporter les nombreux prix. Quelques nouveautés sont tout de même apportées à cette édition au niveau des partenaires et des prix remis aux artistes. Évidemment que plus les années passent, plus on est un petit peu plus connu dans le milieu de la diffusion surtout. Donc, nos nouveaux partenariats, c'est souvent ça. C'est des festivals d'ailleurs au Québec ou des salles de spectacle qu'on essaye soit d'aller chercher ou qui nous contactent pour offrir un prix parce qu'ils savent que les artistes qui sortent du cabaret festif sont souvent quand même de haut calibre puis ils les veulent d'emblée dans leur programmation. Fait que cette année, on a quelques petites nouveautés. Donc, les artistes vont pouvoir en bénéficier. Parmi les nouveaux partenaires, on peut entre autres compter le Festival Bleu-Bleu de Carleton-sur-Mer et le bistrot La Chasse-Peinte de L'Anse-Saint-Jean. Une petite nouveauté là, qui est par rapport aux finalistes. On va offrir non seulement des prix à la personne qui gagne le prix du jury et le prix du public, mais on va offrir un espèce de petit package aux 4 finalistes. Donc, ça va être un abonnement au FOCOF, donc pour des rencontres pro, des conférences tout au long de l'année et du temps de formation en droit d'auteur, gestion des droits d'auteur. Donc, ça, c'est vraiment des sujets. En fait, on a tâté un peu le terrain auprès des artistes. De quoi vous avez besoin, tu sais, pour démarrer une carrière comme ça? C'est souvent ça qui nous disait des outils pour comprendre c'est quoi la gestion des droits d'auteur, puis se faire des contacts. Donc, on a essayé de leur offrir ça, puis on va le donner vraiment à tous les finalistes, aux 4 projets finalistes. Si quelques noms vous sonnent déjà une cloche, c'est que les artistes sélectionnés sont bien sûr en début de carrière, mais non pas sans expérience dans l'écosystème musical québécois. Ils ont quand même quelques pas de fait parce qu'on veut vraiment des artistes qui ont confirmé ou qui sont en train de confirmer qu'ils veulent faire ça dans la vie. Donc, c'est sûr que ça prend un petit peu d'expérience pour confirmer ça. Puis, on veut des artistes qui ont de l'expérience sur scène. Donc, des artistes, justement, qui ont quelques spectacles à leur actif et qui veulent découvrir des nouveaux publics. Donc, c'est sûr que si tu as joué seulement dans ta chambre, c'est bien, puis il faut continuer, mais il y a un petit pas à faire de plus là, pour être sélectionné d'habitude. Encore une fois, les inscriptions ont été nombreuses et par conséquent, la sélection difficile à faire. Avant la pandémie, dans les inscriptions, on voyait vraiment des vagues de style, justement. Il y a eu une grosse vague folk au début. Après ça, il y a eu beaucoup de pop, beaucoup de synthétiseurs, beaucoup de ça. Après ça, le hip-hop est arrivé, le rap. Puis là, cette année, c'est juste un melting pot de tout ça, puis ça paraît vraiment dans la cohorte qui a été choisie cette année. Il y a absolument de tout. Il y en a du rap, il y a du folk, il y a de la pop, il y a du rock, il y a du garage, il y a du psychédélique. Des mesures comme l'abolition des frais d'inscription et la rémunération des artistes qui ont été mises en place depuis quelques années font aussi beaucoup parler dans le milieu et inspirent tranquillement d'autres concours au festival qui offrent maintenant des avantages semblables. Je ne sais pas si on a rapport là-dedans, mais je pense, j'espère, en fait, si ça a pu juste ouvrir des portes puis donner des meilleures conditions aux artistes, c'est ça qu'on veut. Les billets pour les différentes soirées du cabaret sont disponibles sur lepointdevente.com. Notez que la passe Curieux, qui donne accès à la totalité des soirées à prix avantageux, affiche déjà complet. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.